Farafina itama korone jugu kana balanga wilila. Farafina itama korone faren jugu kana balanga wilila. Un père de famille amène sa fille à l'hôpital Yalgado, le plus grand hôpital du Burkina Faso. Pendant qu'il s'apprête à s'exécuter, en donnant le billet de banque demandé par l'agent de santé, sa fille s'écrie « Papa, le RENLAC a dit qu'on ne paye pas ». Cette anecdote est rapportée dans une évaluation de l'action du réseau de lutte contre la corruption RENLAC au Burkina Faso. C'est une histoire réelle donc, sur la base du témoignage de ce père de famille qui avoue que c'est sur l'interpellation de sa fille qu'il n'a donc pas payé le pot de vin qui lui avait été réclamé. Cette histoire illustre un phénomène banal très courant au Burkina et dans plusieurs pays au monde, la corruption. L'anecdote illustre également une forme de résistance à la corruption, à savoir la sensibilisation et l'action citoyenne. Parce que, pour l'histoire, la jeune fille qui a interpellé son père était une lectrice assidue d'une bande dessinée qui s'appelle Kouka, qui est une bande dessinée de sensibilisation anticorruption produite par le réseau de lutte contre la corruption, le RENLAC. Bonjour, nous commençons une nouvelle série thématique des clés du développement consacrée à la problématique de la corruption. Qu'est-ce que la corruption ? Comment la définit-on? Quelles sont les formes qu'elle peut prendre? Quel est l'état de la corruption dans notre pays et dans le monde? Pourquoi la corruption? Quelles sont les causes donc de la corruption? Quelles sont les conséquences de la corruption pour le développement économique et le progrès social? Quel est le lien entre la corruption et l'insécurité? En d'autres termes, est-ce que la corruption alimente le terrorisme qui est une question centrale dans le Sahel aujourd'hui? Mais surtout, comment lutter contre la corruption? Quelles sont les bonnes leçons, les bonnes pratiques, le retour d'expérience des luttes anticorruption dans notre histoire au Burkina Faso, en Afrique et ailleurs dans le monde? Ces questions feront l'objet de plusieurs épisodes des clés du développement. Cette série thématique sur la corruption est dédiée à la mémoire du professeur Luc Marius Ibriga, un homme de grande probité qui a servi la nation burkinabé. Quand on parle de corruption, chacun voit de quoi il s'agit. Chacun voit les pratiques en cause, chacun voit les actes incriminés. Mais il est extrêmement difficile d'en donner une définition qui soit acceptée de tous, une définition qui soit exhaustive, une définition universelle. La difficulté de la définition est compréhensible parce que c'est un phénomène multidimensionnel qui est difficile à catégoriser de façon exhaustive. Il existe donc plusieurs définitions de la corruption. Et l'intérêt de présenter plusieurs définitions est d'insister sur des aspects particuliers, sur différents aspects de la corruption pour avoir une sorte de vue d'ensemble des réalités diverses que recouvre la notion de corruption. Pour la Banque mondiale, la corruption est l'abus de charges publiques à des fins personnelles. En d'autres termes, c'est un comportement déviant de fonctionnaires, d'agents publics donc, qui abusent de leurs fonctions pour servir leurs propres intérêts ou l'intérêt de personnes qui leur sont liées. L'exemple donné en début d'émission sur cet agent de santé qui a demandé de façon indue un billet de banque est une parfaite illustration. De même, le policier qui, lors d'un contrôle routier, demande un billet de banque, il s'agit d'un acte de corruption. Ou toute autorité politique, publique, un ministre qui veut demander des avantages pour la signature d'une autorisation ou pour tout autre acte qu'il doit prendre du fait de la fonction publique qui lui est donnée, toutes ces pratiques recouvrent des formes de corruption. La définition de la Banque mondiale insiste sur le secteur public, mais on le sait, la corruption n'est pas le seul apanage des fonctionnaires ou du secteur public. Elle peut également concerner le secteur privé. C'est ainsi que
la Banque asiatique de développement donne une définition qui englobe le secteur privé. Pour la Banque asiatique de développement, la corruption concerne les comportements d'agents du secteur public comme du secteur privé par lequel ils s'enrichissent de façon indue, de façon illicite, en utilisant de façon détournée la fonction qu'ils occupent. Ainsi donc, tout salarié du privé et même tout dirigeant d'une entreprise privée qui utilise de façon abusive sa fonction pour ses propres intérêts personnels est concerné par la corruption. L'ONG allemande Transparency International donne une définition de la corruption qui est simple et qui est très souvent utilisée parce qu'elle est relativement simple et elle est très illustrative. Pour Transparency International, la corruption est l'abus de pouvoir à des fins personnelles. Donc ça peut être tout pouvoir, ça peut être un pouvoir économique, un pouvoir politique, un pouvoir social, un pouvoir culturel, un pouvoir religieux. Donc tous les abus de pouvoir à des fins personnelles sont considérés. Au Burkina Faso, à la faveur de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et la transition de 2014-2015, une loi anticorruption a été adoptée en 2015. Cette loi passe pour être l'une des plus ambitieuses en Afrique. Le RENLAC a été décisif pour l'adoption de cette loi dans notre pays. La loi anticorruption ne donne pas une définition de la corruption, mais elle donne plusieurs définitions de formes différentes de la corruption, comme la concussion, qui est le fait que des agents publics reçoivent des avantages qu'ils savent indus pour, en contrepartie, livrer un service. La loi anticorruption parle également de paiement illicite, de conflit d'intérêts. Plus généralement, on parlera de corruption et d'infractions assimilées pour prendre en compte des pratiques proches de la corruption qui sont également des pratiques condamnées et condamnables. La corruption peut prendre plusieurs formes. Les surfacturations sont de la corruption, les détournements de fonds publics, le népotisme. Le népotisme, ce sont les favoritismes qui sont accordés par des autorités à leur famille ou à leurs proches lors de recrutement ou dans des promotions. Mais aussi les attributions illégales de marchés publics, les conflits d'intérêts, les abus de fonction, les obstructions à la justice, l'enrichissement illicite, la fraude, le blanchiment d'argent qui est issu d'activités économiques criminelles. Il y a donc une variété de formes que la corruption peut prendre. On peut distinguer la corruption active de la corruption passive. Dans le cas de la corruption active, il s'agit de cadeaux qui sont donnés pour avoir des avantages indus. La corruption passive, c'est quand l'agent public reçoit des avantages pour offrir des services, là encore de façon indue. On peut également distinguer la grande corruption de la petite corruption. On sait comprendre facilement cette distinction. La grande corruption concerne les hautes autorités, les hauts cadres qui prennent des décisions importantes en contrepartie d'avantages pour eux-mêmes de façon indue. La petite corruption, c'est les agents à des rangs inférieurs qui peuvent prendre le billet de banque qu'ils empochent directement. Mais il faut se rendre compte que les deux formes peuvent se rejoindre. Des fois, des agents au bord de la route qui font des contrôles et on peut penser que c'est de la petite corruption, mais en réalité, il s'agit d'un système pyramidal, bien organisé, avec des autorités, de hautes autorités au sommet qui en profitent également. Donc, une sorte de collecte de la petite corruption qui remonte jusqu'à des niveaux de hiérarchie supérieure. Donc, une liaison entre la petite corruption et la grande corruption. Comment mesurer la corruption? Il s'agit d'une question extrêmement difficile et on comprend évidemment pourquoi. Parce que la corruption étant une activité illégale, elle est pratiquée dans l'ombre, elle est pratiquée de façon clandestine. Les acteurs de la corruption ne souhaitent pas être vus, ne souhaitent pas être dénoncés. Et en conséquence, il est difficile de mesurer cette activité clandestine. Comme l'a dit un grand acteur de la lutte contre la corruption dans notre pays, le secrétaire général du RENLAC, Sagado
Nakanabo, il n'existe malheureusement pas de corruptomètre. Il n'existe pas cet instrument qui aurait permis de savoir la branchage soit sur une personne, soit sur une institution, soit sur un pays, pour en savoir l'état de corruption. Mais toutefois, des alternatives existent. Il existe en gros, on va dire, deux manières de mesurer la corruption. La première série de manières consiste à essayer d'estimer les montants en jeu par différentes techniques. Dans cette série, on peut citer un travail de l'Institut Free Afrique il y a quelques années qui a tenté de mesurer l'ampleur de la fraude sur le sucre au Burkina Faso dans un contexte où la fraude sur les importations de sucre menaçait l'industrie locale. Il s'est agi dans le cadre de cet exercice d'évaluation de recourir à des données de sources douanières, des données officielles, mais aussi des données d'enquête et de les croiser avec la taille du marché de consommation du sucre au Burkina Faso. Les résultats ont montré que la fraude sur le seul sucre dans notre pays atteint des montants de plusieurs milliards chaque année. Le ministère en charge des mines a communiqué en 2023 une estimation de la fraude sur l'or. Chaque année au Burkina Faso, selon le ministère, la fraude sur l'or est comprise entre 9 tonnes et 25 tonnes d'or. En valorisation, cette fraude sur l'or atteint des montants très importants. Sur la base du cours de l'or en 2022, cette fraude est comprise donc entre 300 et 1000 milliards de francs CFA. Les études sur la fraude peuvent également utiliser ce qu'on appelle des données miroirs. Les données miroirs consistent à mettre face à face des informations entre des pays partenaires. Par exemple, l'Inde déclare qu'elle importe tant de quantités d'or au Burkina Faso, pendant que les douaniers burkinabés ont vu à l'exportation vers l'Inde une quantité moins grande. Quand on fait cette comparaison sur les quantités et les valeurs, on sait étudier pour trouver une part importante de la fraude. C'est donc une des manières de mesurer la corruption, dans le cas précis, la fraude sur l'or. C'est tout pour ce numéro. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode consacré toujours à la problématique de la corruption. À très bientôt donc.